مرحبا بكم الناس الكل على الباج فيسبوك دي لابوراتوار سيف. اليوم ملمومين مع بعضنا باش نحكيو dans la continuité du partenariat avec les médecins ou la communication معاهم. ان شاء الله اليوم باش نحكيو على الاكtualité نتاع بلادنا باش نحكيو على l'épidémie coronavirus. اليوم معنا professeur Wissem Hachfi du service des maladies infectieuses Farhat Hachet qui va nous parler de la prise en charge des patients اللي عندهم في السيرفيس. مرحبا بك سي وسام. Merci Mehdi pour cette initiative. Je vous remercie à travers vous, les laboratoires SAIF, pour cette excellente initiative encore une fois. Merci ومرحبا بك سي وسام. أول حاجة, je voudrais revenir sur un temps très important, c'est le temps où vous avez été amené à vous préparer envers cette épidémie. En fait, نحن ملي بدات l'épidémie في الصين, début janvier, on sentait que c'était un petit peu loin, et puis au fur et à mesure, avec l'augmentation des cas en Chine, avec l'augmentation des décès aussi, surtout fin janvier, début février, on a senti que les infections peuvent arriver, et puis ça peut devenir une véritable pandémie, ce qui est le cas actuellement. Et donc, depuis début février, on a commencé à se préparer à l'hôpital Farhat Hachet. D'ailleurs, le ministère de la Santé, Fitounes, il a commencé à se préparer depuis janvier. Et puis, la cellule de veille régionale a saisi, si vous voulez, les responsables de l'hôpital Farhat Hachet et on a établi un plan de riposte par rapport à la prise en charge des patients éventuels à notre hôpital. Pour ça, on a formé une cellule de crise avec des représentants des différents intervenants dans le cadre de la prise en charge des patients infectés par ce virus dans le cadre de cette épidémie. Et on a été mandaté, on nous a demandé dans un premier temps d'établir un plan de riposte à l'hôpital Farhat Hachet et secondo, on nous a demandé aussi de définir les besoins en équipement pour la prise en charge de ces patients. Donc, la première des choses, c'est qu'on a longtemps réfléchi par rapport au plan de riposte. On s'est inspiré un petit peu par rapport à ce qui se fait ailleurs. On s'est inspiré aussi des algorithmes qui ont été établis par le ministère de la Santé. Et puis, on a élaboré cet algorithme avec comme prise en charge devant un patient qui se présente avec des signes respiratoires et ou fièvre, avec le contexte épidémiologique qui était initialement un retour d'une zone à risque. Cette zone à risque a évolué au fur et à mesure du temps. Initialement, c'était seulement la Chine et après, malheureusement, il y a eu d'autres pays. Si jamais on a un patient qui présente ces mêmes signes, alors qu'il était en contact, un contact étroit avec une personne confirmée Covid infectée, c'est-à-dire par le virus. Donc, ce qu'on a prévu, c'est on a pensé tout d'abord aux différentes éventualités, parce que l'algorithme et puis le plan national a envisagé une prise en charge à travers le SAMU. On s'est dit que, en dehors de la prise en charge initiale assurée par le SAMU, on peut être confronté à des personnes qui obéissent à cette définition et qui viennent directement à l'hôpital à travers les urgences. Donc c'est pour ça que, pour ces deux cas de figure, on a pensé à des scénarios qui représentent pratiquement le même circuit. Que ce soit avec le médecin de SAMU ou avec le médecin des urgences, le premier réflexe, c'est d'assurer, surtout pour les urgences, c'est d'assurer un pré-triage. Et ceci est primordial pour protéger en quelque sorte le personnel de santé médical et paramédical. Donc ce qu'on a fait avec le service des urgences de l'hôpital Farhat Hachet, c'est d'élaborer un circuit avec un pré-triage dès l'arrivée du patient. Et si le patient présente des signes respiratoires avec un retour, avec un contexte épidémiologique en faveur, ce qu'on a envisagé de faire et ce qu'on a fait et ce qui était efficace par la suite, c'est de donner un masque chirurgical au patient et de le diriger vers le circuit Covid. Le circuit Covid consiste on met le patient dans une chambre d'isolement et alors qu'il a déjà porté le masque chirurgical et le personnel de santé a le temps de se préparer en mettant l'équipement de protection individuelle. Après avoir mis l'équipement de protection individuelle, on a envisagé, bien sûr, que le médecin qui va voir ce patient, il interroge, il examine le patient
et il vérifie la véracité de ces données. Est-ce que c'est réellement un cas suspect, oui ou non? Ce qu'on a prévu aussi, c'est d'avoir un référent Covid. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi un planning de garde avec des médecins référents Covid qui sont en fait les médecins du service des maladies infectieuses avec les médecins du service de réanimation médicale de l'hôpital Fakat Hachet. Donc, à chaque fois que ce soit le médecin du SAMU ou le médecin urgentiste, se concerter avec le référent Covid et il décide si c'est réellement un cas suspect, oui ou non. Si c'est pas un cas suspect, ce patient il va rejoindre le circuit habituel. Si c'est un vrai cas suspect, dans ce cas, il y a une prise en charge adaptée qui consiste à faire un prélèvement, à signaler le cas et qui consiste aussi à vérifier est-ce qu'on a besoin de l'hospitaliser, oui ou non. Pour l'hospitalisation, en fait, on a établi des critères, on peut en parler si vous voulez par la suite. D'accord. Donc, si c'est un patient qui n'a pas besoin d'être hospitalisé, on a fait déjà le prélèvement, il peut rentrer chez lui. Il va rester en auto-isolement chez lui. Par contre, bon, après on va lui rendre bien sûr le résultat et on va le suivre. On reste en contact avec lui. Exactement. On va le suivre par téléphone, chose qui a été prévue déjà dans l'algorithme de prise en charge du ministère. Si c'est un patient qui a besoin d'être hospitalisé, bien sûr, il va être hospitalisé. Et là, la question qui se pose, où est-ce qu'il va être hospitalisé? Si c'est un patient qui n'a pas besoin d'être hospitalisé dans un service de réanimation, ça va être chez vous? Ça va être chez nous, au service maladies infectieuses. Sinon, s'il y a des signes de gravité, c'est en réanimation. Donc, après les préparatifs qui rentrent dans un cadre de programme national, je pense, ou l'expérience l'élaboration du programme national, qui fait, في service maladie infectieuse l'arrivée du premier patient. C'était le premier patient Covid-19 confirmé positif. Qui fait à l'expérience? En fait, d'une façon, c'est normal. Bon, il n'y avait pas un petit peu de panique. Mais à partir du moment où on s'est préparé, et puis c'est ce que, en fait, je voulais parler de ce qu'on a fait aussi à part ce plan, parce que le plan on l'a fait, mais on a essayé de l'appliquer, si vous voulez, à travers des séances de simulation, à travers un plan blanc. On s'est formé nous-mêmes. Il y a eu un préparatif pour le personnel, Mané. Tout à fait, tout à fait. On s'est formé nous-mêmes, en insistant tout d'abord sur les précautions d'hygiène. Des formations. Avec des formations, et puis ces formations ont été assurées par le service maladies infectieuses et surtout par le service d'hygiène hospitalière, qui a joué un rôle très important dans ces formations. Et puis on a profité pour rappeler les précautions d'hygiène, et en premier les précautions standards qu'on est supposé appliquer dans la prise en charge de n'importe quel patient. Et pour les précautions standards, la pierre angulaire, c'est l'hygiène des mains. Donc ceci est très important dans le cadre de la prise en charge de ces patients suspects. Pour ces patients suspects, en plus de ces précautions standards, il y a aussi les précautions supplémentaires. Les précautions supplémentaires qui consistent à mettre le patient dans une chambre individuelle, parce que, comme vous le savez, ces infections virales, et en particulier pour le virus SARS-CoV-2, c'est une transmission gouttelette. Donc, on doit prendre les précautions qui sont avec les précautions standards. Ce sont des précautions en contact et des précautions gouttelettes. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou ça a changé dernièrement? C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité et c'est très important d'insister là-dessus et je vais en parler. Tout d'abord, on met le patient dans une chambre individuelle. Je parlais de la transmission gouttelette. On parle plus de transmission aérienne? Non. Pour le moment, c'est toujours une transmission gouttelette. C'est une transmission gouttelette. Et quand on parle de transmission gouttelette, ce sont des gouttelettes qui se trouvent autour du patient, à un périmètre de 1 mètre. Donc, c'est en conséquence de ça qu'on indique l'équipement de protection individuelle approprié, qui consiste, en cas d'examen d'un patient suspect, de commencer par mettre des surchaussures, se laver les mains avec la solution hydroalcoolique pendant 30 secondes. Après, on porte la surblouse. Après avoir porté la surblouse, on met le masque. Et dans ce cas, en fait, les deux masques
qu'on peut utiliser, c'est soit le masque FFP2, soit le masque chirurgical. Mais là, il faut faire attention. Il faut, je voudrais insister sur la rationalisation de l'utilisation de cet équipement de protection individuelle, parce qu'il y a une crise mondiale en matière de crise FFP2, et avec ces précautions gouttelettes, le masque FFP2 n'est indiqué pour la prise en charge de ces patients que si jamais on est amené à faire un prélèvement nasopharyngé ou à faire un acte sur les voies ORL ou voies respiratoires. Sinon, pour les autres gestes, selon ce qui est recommandé, c'est de porter seulement un masque chirurgical si on n'est pas amené à examiner la bouche, la sphère ORL ou à faire un acte sur les voies respiratoires, comme par exemple l'intubation. Donc, ceci est très important. Après avoir mis le masque en fonction des situations, on mettra bien sûr la protection oculaire avec les lunettes. Ouais, elle a une visière pour protéger les conjonctives. Après, on mettra la coiffe et les gants. Donc, c'est ce qu'on a préparé et on s'est entraîné à le faire avant l'arrivée du premier patient. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Wissem. D'ailleurs, à la page Facebook, comme le laboratoire Safe, il y a des vidéos démonstratives comment comment se laver les mains, ou alors comment mettre le masque FFP2 plus particulièrement. C'est très important aujourd'hui, on considère. Le premier patient, c'était une charge d'émotion, je suppose, le prise en charge, qui a été peut-être diminuée par le préparatif MTR comme les formations à Maltoum. Mais réellement, comment ça s'est passé, la prise en charge de ce patient? Sur le plan pratique, ce qui s'est fait, en fait, c'était début février. Début février, on a eu un appel du SAMU pour dire que voilà, il y a un patient qui a été qui nous a appelé parce qu'il vient de rentrer d'Italie. Ouais. Et puis il s'est rendu compte, bon, il était un petit peu inquiet, il s'est rendu compte qu'il toussait un petit peu. Donc il voulait absolument protéger son entourage. Si jamais je suis infecté par ce virus, il vaut mieux que je me protège et puis j'appelle le 190 comme c'est recommandé. Et donc les critères donc étaient évidents, critères cliniques comme tel étaient évidents. Les critères cliniques étaient il se sentait dyspnéique. Et puis l'évaluation initiale avec l'équipe de SAMU, le patient il se sentait un petit peu dyspnéique, il n'avait pas de fièvre et il était de retour d'Italie. Bon, on a senti que voilà l'indication, la définition du cas, on avait un petit doute. Mais malgré ça, pour un premier cas, on prend toutes les précautions et puis c'est une occasion. Et puis on a besoin de le rassurer devant l'état de panique et les faire. Donc c'est comme ça qu'on l'a pris en charge. Le prélèvement était positif, ça s'est confirmé. Le premier patient, le premier patient, c'était un cas suspect. Un cas suspect. D'ailleurs, ce premier patient, c'était un patient très important. C'était un patient très important. Et puis, je voudrais vous montrer. Vas-y, bien sûr. Voilà, ce qu'on a envisagé et ce qu'on a appliqué par la suite. Parce que ce qui est recommandé pour la chambre individuelle, il y a certains critères. Certains critères qu'on doit adapter en fonction des locaux internes. C'est ce qui a été fait au service des urgences avec le responsable, le professeur Zied Mesgar. Et puis on a élaboré le pré-triage et puis la salle où on prend en charge les cas suspects. Donc les hommes juste avant la salle, un SAS. Vas-y, si vous avez des démonstrations, vas-y. D'accord. On doit faire comme si, on va mettre un chariot et puis il y a la chambre avec. En fait, dans le cadre de ce plan de riposte, vu ce qui est recommandé sur le plan scientifique et sur le plan international, on a regardé un petit peu dans l'hôpital et puis ce qu'on a trouvé comme avantage, c'est que à l'hôpital Fakat Rachid, il y a le service maladies infectieuses avec une unité d'isolement. En fait, une unité d'isolement qui a été préparée, et c'était une initiative des responsables du service, qui a été préparée déjà il y a quelques années, qu'on a améliorée au fur et à mesure, et qui nous a énormément servi pour la gestion des premiers patients. Et donc, vous voyez sur
sur les photos, les photos de cette unité d'isolement, avec la première photo à gauche, donc vous voyez l'entrée, et sur la deuxième photo à droite, vous voyez l'accès direct à cette unité d'isolement. Les premiers patients, l'équipe de SAMI qui ont amené le patient. Et puis vous voyez toujours l'unité d'isolement avec, en fait, on a 5 salles dans l'unité d'isolement. Dans 3 salles avec SAS. Donc, et le SAS, vous le voyez sur la photo à droite, avec le chariot, avec le lavabo, avec tout ce qu'il faut, avec l'équipement de protection individuelle. Donc, on s'est préparé par rapport à ça. Là, c'est les mêmes photos de l'unité d'isolement. Et puis, on s'est entraîné, comme je vous ai dit. Donc là, vous voyez 10 photos lors des séances de simulation et du plan blanc avec tout l'équipement dont on a parlé. Et on a insisté sur la formation. D'accord. Et après, on a récupéré le premier patient. Le premier patient, comme vous voyez sur... Suspect ou confirmé? On a récupéré le premier patient suspect. Parce que c'est exactement la même prise en charge, que ce soit un patient suspect ou confirmé. C'est exactement la même chose. Parce qu'un patient suspect, c'est un cas confirmé jusqu'à preuve du contraire. Donc, comme vous voyez sur les photos, on a eu les collègues du SAMU, qui sont d'ailleurs en train de faire un travail extraordinaire. Je vous assure qu'ils sont en train de faire un travail formidable dans la région. Et ce qui nous a aidé pour le premier patient suspect, c'est qu'on s'est concerté, on s'est préparé. Ils nous ont appelés, on a préparé les locaux. Et après, ils ont ramené le premier patient. Donc, ce premier patient, c'était une situation de stress. Bien sûr. Pour l'équipe soignante. Ouais, pour l'équipe soignante et puis pour le patient. Mais ce qui nous a aidé, comme je l'ai déjà dit, c'est le fait que nous sommes entraînés par rapport à cette prise en charge. Et puis ce premier patient était très important aussi parce que ça nous a permis d'identifier les défaillances, les maillons un petit peu, les maillons faibles, si vous voulez. C'est ce qui nous a aidé par la suite pour la prise en charge des patients d'après. D'accord. D'ailleurs, dans ce sens, on était au premier cas, c'était peut-être plus facile de prendre le temps d'évaluer. Maintenant, le nombre de patients est en train d'être accentué. Quels sont les critères épidémiologiques et les caractères cliniques sur lesquels vous décidez d'hospitaliser le patient En fait, on a établi dès le départ, dans le cadre du plan de riposte, les critères d'hospitalisation dans un service de médecine, les critères d'hospitalisation tout court, et puis les critères d'hospitalisation dans un service de médecine et les critères d'hospitalisation dans un service de réanimation médicale. Dans le cadre du protocole national. Voilà, dans le cadre du protocole national et avec le plan de riposte local à l'hôpital Fakat Hachem. D'accord. Et puis pour la prise en charge des patients qui nécessitent une réanimation, c'est le service de réanimation médicale dirigé par professeur Hamadi Boussaksak qui s'est engagé pour la prise en charge de ces patients. Et puis on a établi ensemble cet algorithme. Donc les critères, en fait, ils rejoignent les critères d'hospitalisation pour les patients non Covid. C'est-à-dire n'importe qui présente une pneumopathie, les critères d'hospitalisation, il y a énormément de scores. Il y a des scores pour l'hospitalisation tout court ou pour la prise en charge en réanimation. C'est une pneumopathie hypoxémiante. Là, c'était bien identifié, c'est-à-dire avec une dyspnée, fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute et une hypoxie qu'on peut détecter avec la saturation qui est inférieure à 92%. Sinon, il y a les autres critères de gravité qui rejoignent les critères du sepsis selon le score SOFA et Quick SOFA. Sinon, il y a aussi les autres critères par rapport à un patient suspect. Si jamais c'est un patient qui a des comorbidités, ici ces comorbidités sont décompensées, on est amené à l'hospitaliser. Sinon, il y a aussi, si jamais le patient est présent des troubles digestifs avec des vomissements incoercibles, c'est pas possible de le prendre en charge en ambulatoire avec des signes de déshydratation. Ouais, là, dans la situation, et là c'est important aussi, et c'était aussi le cas pour le premier patient suspect, c'est pour ça que on l'a pris en charge, parce que le patient disait c'est impossible que je sois en auto-isolement chez moi. C'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Comment conseiller les gens باش يقعدوا في الدار نتاعهم؟ دايما انا من بلاصتي هذه ننصح العباد الكل، نعرف اللي هي حاجه صعيبه، ما يلزمهم يقعدوا في ديارهم، هذاك الحل اليوم في تونس. هما دايور اذا كان يحبوا يعاونونا
pour essayer de gérer un petit peu cette situation et la crise, c'est vraiment la chose à faire. C'est de rester chez soi, c'est de respecter le confinement. Et puis, l'autre chose importante, c'est de ne pas venir directement à l'hôpital. S'ils ont des symptômes respiratoires et ils doutent concernant une infection coronavirus, ils contactent le 190. S'ils ont d'autres questions qui ne rentrent pas dans le cadre d'une prise en charge chez un patient qui est symptomatique, il vaut mieux qu'ils appellent le numéro vert. D'accord. D'ailleurs, نرجع على la question que se pose اليوم le cadre médical في تونس. On entend parler de plusieurs expériences في العالم, des protocoles thérapeutiques, نسمع على des médicaments qui sont être testés, des antiviraux. اليوم في العالم, est-ce qu'on entend parler de l'efficacité de l'hydroxychloroquine? Est-ce que اليوم فما des références نجم نرجعوا لهم ونقولوا هذم نجم نستعملوهم؟ هو بالنسبة للtraitement, bon, j'ai prévu de vous parler un petit peu des signes cliniques. D'accord, allez-y, bien sûr. On a les signes cliniques. Parce que là, c'est une vraie question aussi, les signes cliniques. Et il y a de nombreuses questions qui se posent par rapport à ces signes-là. Et puis, on a eu l'occasion avec les premiers patients internes. Là, vous avez un tableau avec les 6 premiers patients, avec les 3 premiers suspects, avec les 3 confirmés qui sont venus par la suite. Et on en a eu après ces 6 premiers. Par la même occasion, combien de personnes vous avez maintenant hospitalisées au service MTA? Mais bien les cas suspects et les cas confirmés, mais une dizaine. Une dizaine, d'accord. Une dizaine. Et vous avez les moyens de les prendre en charge actuellement? On a les moyens. Voilà, actuellement, on a les moyens de les prendre en charge. Inch'Allah, ما نزيدش نطول ونوليو في سيتواسيون ما نجموش نحكوا. دونك علاش معناها شنو نجموا معناها كيفاش نجموا يعاونونا المواطنين باللو ريسبي بالاحترام تاع لو كونفينمون qui est recommandé, qui est appliqué actuellement à l'échelle nationale. Donc les signes cliniques. Les signes cliniques qu'on a eu, en fait, les signes cliniques et les caractéristiques épidémiologiques. En fin de compte, on s'est retrouvé pratiquement avec les mêmes caractéristiques qui ont été rapportées dans la littérature. Et puis les premiers articles, les premiers travaux scientifiques qui ont été publiés, c'était des travaux chinois qui ont parlé de ces caractéristiques, à la fois caractéristiques épidémiologiques, cliniques, paracliniques. Donc pour les caractéristiques épidémiologiques, pour les cas confirmés qu'on a eu, c'était pratiquement la même chose par rapport à ce qui a été rapporté, c'est-à-dire des patients qui ont une moyenne d'âge d'environ 55 ans, c'est-à-dire aussi que plus de 90% des patients étaient âgés de plus de 40 ans. Il y a une prédominance chez le sexe masculin par rapport à ce qui a été rapporté dans la littérature. Et puis le taux de décès qui a été rapporté dans la littérature sur les patients hospitalisés était aux alentours de 10-11%, avec sur toute la population infectée, un taux de décès environ entre 2 et 2,5%. Tunis, bon, les premières caractéristiques, et puis à travers les patients qu'on a eus, c'est pratiquement les mêmes caractéristiques, sauf pour le décès. On a eu quelques décès, mais je ne peux pas vous dire exactement le pourcentage. Bon, il y a eu jusqu'à maintenant 3 décès. Bien sûr. Qui ont été en rapport avec cette infection. La moyenne d'âge des personnes اللي توفوا. والله ما نجمش نقول لك parce que en fait les décès فما un décès en rapport avec ce virus c'était à Sousse. Et puis le décès est survenu dans l'ambulance avant l'arrivée à l'hôpital. Sans hospitalisation. Sans hospitalisation. La patiente a été acceptée pour une hospitalisation en réanimation médicale, mais malheureusement la patiente est décédée en cours de route. C'était une patiente âgée. Sinon pour les autres patients décédés, je n'ai une idée précise. Wissem, نرجع les caractéristiques cliniques et paracliniques اللي كانوا عند les patients ولا الباتيون اللي خديتوه en charge في l'hôpital فرحات حشاد. Là aussi, encore une fois, on rejoint ce qui a été rapporté dans la littérature. Les signes, c'était la fièvre, qui dans la littérature et dans les séries rapportées était présente. Une idée à la fièvre 38,5 ou la 40 ou la... Une fièvre, c'est une fièvre. Il n'y a pas de caractéristiques. Il n'y a pas un profil particulier. Non, il n'y a pas de caractéristiques par rapport à ce virus. Donc c'était une fièvre qui est présente pour les séries dans 80 à 85% des cas. La toux sèche. La toux sèche aussi, c'est un signe qui est très fréquent.
d'environ 85 à 90% des cas. Et puis il y a aussi la dyspnée, c'était le cas aussi pour nos patients. Comme autre signe qui est rapporté, c'est la détresse respiratoire, la SDRA, qui est observée dans environ 17% des patients. Et puis à l'examen, on peut trouver aussi des râles crépitants, et dans la majorité des cas, c'est une atteinte pulmonaire bilatérale. La localisation, c'est pulmonaire, essentiellement pulmonaire. Ce sont des pneumopathies Il n'y a pas de pathologie cardiaque associée à la cardio. Le virus, comme pour les autres virus d'ailleurs, le tableau clinique le plus fréquent, c'est des signes respiratoires. Mais on peut avoir aussi, dans de rares cas, d'autres localisations, comme par exemple une myocardite, comme par exemple une encéphalite. Comme on peut aussi avoir parmi les signes cliniques, assez rarement, des signes digestifs avec des vomissements, des diarrhées. Donc, il y a à peu près les caractéristiques cliniques qui sont décrites et qu'on a vécues aussi, qu'on a observées aussi chez nos patients. Je pense qu'on va s'inspirer des expériences, les SAM ou le BAM. Est-ce que, je nous mets les protocoles qu'on est en train d'utiliser pour la prise en charge de ces patients? On parle de l'hydroxychloroquine, comme traitement. Est-ce que c'est validé, Fitoun, c'est pas validé? En fait, par rapport au traitement, ce qu'il y a sur le plan international actuellement, il y a le traitement symptomatique qui constitue l'essentiel du traitement pour ces patients qui sont infectés par ce virus. Le traitement symptomatique, ça consiste, pour les patients hospitalisés, à les mettre sous oxygène, parce que ce sont des patients qui présentent une pneumopathie hypoxémiante. D'accord. Sinon, par rapport à la fièvre, si c'est une fièvre mal tolérée, c'est le paracétamol. Il faut surtout pas donner les anti-inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens. Et de plus en plus, on se dirige, malgré qu'il y avait des controverses au départ, mais on se dirige de plus en plus vers cette affirmation. Et puis, il faut pas utiliser ces anti-inflammatoires. Oui, c'est les critères cliniques. Est-ce qu'il y a d'autres critères paracliniques associés? Oui, c'est important de parler des critères paracliniques. D'ailleurs, par rapport aux critères cliniques, les délais d'apparition, et là c'est un élément qui est important. En général, l'aggravation pour les patients hospitalisés avec le tableau de SDRA survient en général après 8 jours du début des symptômes. Et c'est la moyenne qui a été rapportée et qui a été aussi observée chez nos patients. Pour les caractères paracliniques, il y a tout d'abord l'imagerie, et on a beaucoup parlé de l'imagerie, avec l'aspect en verre dipoli, avec l'atteinte parenchymateuse bilatérale. D'ailleurs, je vois que fait plusieurs expériences dans le monde, on essaie de demander des scanners pour identifier la pathologie. Tout à fait, parce qu'on a remarqué que c'est un signe qui est vraiment très fréquent chez ces patients infectés par ce virus SARS-CoV-2, et c'est un signe qui est observé même chez des patients polysymptomatiques. C'est pour ça que ils l'ont utilisé parfois même dans certaines stratégies dans certains pays, même pour le dépistage de ces patients. Mais il y a un critère de dépistage, le scanner. Oui, c'est ce qu'ils ont utilisé aussi. D'accord. Donc, par rapport aux autres critères paracliniques, il y a aussi la biologie. Parce que la biologie, ça rejoint pratiquement les autres infections virales. Avec, à l'énumération formule sanguine, il n'y a pas d'hyperleucocytose. Il y a une lymphopénie qui est observée dans environ 30 à 40% des cas. Il y a une petite cytolyse hépatique modérée. Avec les marqueurs de l'inflammation, la procalcitonine n'est pas élevée en général, avec une petite élévation de la CRP. Wissem, comment ça se passe? Fait le prise en charge ou les protocoles à l'échelle internationale? Femme a des références, مشينا معاهم وإلا نرجع لك ديما مهم باش نعرف comment ça se passe dans le monde ou comment ça va se répercuter في تونس. Voilà, pour le traitement, en fait, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de traitement spécifique par rapport à ce virus. Ce qu'on fait, et ce qui est recommandé d'ailleurs par toutes les sociétés savantes, par l'OMS, c'est toujours le traitement symptomatique. Le traitement symptomatique, ça consiste à donner l'oxygène pour les patients qui présentent une pneumopathie hypoxémiante. Pour la fièvre, on donne du paracétamol et on ne doit surtout pas donner les anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens. Pour les patients qui présentent une pneumopathie virale, il y a toujours le risque, comme avec la grippe, le risque de surinfection bactérienne. Et là, c'est une indication à mettre des antibiotiques en cas de survenue d'une surinfection bactérienne. Et il y a aussi des molécules qu'on est en train d'utiliser pour agir sur ce virus. Ces molécules, en fait, c'est soit des molécules qui ont été repositionnées, des molécules qu'on utilisait et qu'on utilise toujours pour d'autres indications, pour d'autres infections. On parle de la chloroquine, là. Entre autres.
Il y a aussi des molécules qui ont été recyclées. Il y a des molécules qui ont été délaissées par certains pays qu'on utilise actuellement pour traiter ce virus. D'ailleurs, ces molécules, ça peut être soit des antiviraux, soit les antiparasitaires, soit des antibiotiques. Pour les antiviraux, il y a de nombreux essais qui sont en cours et puis c'est une véritable contre-la-montre actuellement avec les essais thérapeutiques. En fait, les antiviraux qui ont été essayés, il y a la ribavirine qu'on utilise pour le traitement de l'hépatite C, il y a le remdesivir, on va en parler, qu'on utilise actuellement pour le traitement de l'infection à virus SARS-CoV-2. Il y a la lopinavir, ritonavir qui est utilisé normalement pour le traitement et qu'on utilise pour le traitement des patients infectés par le VIH, gonciclovir, le ziltamivir, énormément de molécules qui ont été essayées. Le ziltamivir موجود عندنا اليوم في تونس. موجود عندنا في تونس, voilà. Donc d'ailleurs, on s'est inspiré au départ des expériences qui ont été menées avec le virus SARS-CoV-1 et avec le virus MERS-CoV. Et on est parti de là, parce qu'il y a des publications avec le virus MERS-CoV qui est survenu dans le Moyen-Orient en 2012, avec des études qui ont testé le lopinavir, ritonavir, qui ont montré une efficacité in vitro pour traiter ces infections. Il y a aussi le remdesivir qui a été testé initialement avec ce virus MERS-CoV et qui a montré aussi une certaine efficacité in vitro qui serait supérieure au traitement par lopinavir, ritonavir. Sinon, par rapport à la chloroquine, et tu m'as posé la question par rapport à la chloroquine dont tout le monde parle maintenant, en fait, il y a beaucoup de publications. Donc, sur la plaque, vous voyez les premières publications qui parlent de ce sujet. En fait, c'est une molécule qu'on utilise à la base pour le traitement du paludisme, pour le traitement d'un parasite qui est Plasmodium falciparum et les autres espèces essentiellement, et qui a été repositionné actuellement parce qu'on a décrit une certaine activité virale de cette molécule, avec in vitro une augmentation du pH, ça c'est le mécanisme, une augmentation du pH au niveau des phagolysosomes, et ça montrait aussi qu'elle peut être responsable d'une inhibition de la tempête inflammatoire provoquée par ce traitement, par ce virus plutôt. Donc c'est pour ça qu'il y a des études qui ont été menées chez les patients. Jusqu'à maintenant, le petit problème qu'on a, c'est que ce sont des études avec de faibles tailles. Mouch à grande échelle, Voilà, c'est pas à grande échelle, c'est une série, ce sont des séries avec un nombre limité de patients et qui ont montré une certaine efficacité de cette molécule. D'ailleurs, que ce soit en l'utilisant en monothérapie ou en l'utilisant en association à d'autres molécules. Et vous avez entendu parler certainement de l'association chloroquine-azithromycine qui a été testée par l'équipe de Marseille. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour te dire, est-ce que FAMA Fitoun, recommandation, le protocole pour l'ensemble de la Tunisie? On va arriver à ces recommandations. Je vais essayer de parler un petit peu assez rapidement du cousin de la chloroquine, qui est l'hydroxychloroquine, et puis d'autres molécules très rapidement qui sont proposées, qui sont en train d'être essayées. À côté de la chloroquine, il y a l'hydroxychloroquine qu'on utilise aussi dans certaines indications de pathologies inflammatoires, qui a été aussi étudiée. Et il paraît, à travers les premières études, que cette molécule serait au moins aussi efficace et qu'avec l'hydroxychloroquine, il y a probablement moins d'effets indésirables, surtout qu'on a l'habitude de l'utiliser de façon prolongée pour des patients, pour d'autres indications. Est-ce que اليوم موجودة في تونس؟ Bon, la chloroquine, je sais que c'est disponible. L'hydroxychloroquine, je ne sais pas exactement. Bon, pour les indications pour les maladies inflammatoires, mais je ne sais pas si on a le stock pour le traitement de cette infection virale. D'ailleurs, cette molécule, il paraît aussi qu'elle a un autre avantage. Si jamais on décide d'associer l'hydroxychloroquine au lopinavir, on peut utiliser cette molécule avec beaucoup moins d'effets indésirables qu'avec la chloroquine. Sinon, il y a aussi, parce qu'il y a actuellement énormément d'essais, il y a même des antibiotiques. C'est l'actualité. Tout à fait. Donc, il y a même un antibiotique qui a été essayé. Bon, ce sont des études qui ont été déjà commencées avec les anciens coronavirus. Ça a été essayé aussi pour le nouveau coronavirus, c'est la teicoplanin. C'est teicoplanin qui a été essayé apparemment in vitro. Il y a aussi une action. Vous m'avez posé la question par rapport aux essais. D'ailleurs, là, c'est une plaque qui résume un petit peu tous les essais qui sont en cours. Énormément d'essais, ça dépasse 150 essais thérapeutiques qui sont en cours, avec des dizaines de milliers de patients qui sont dans ces essais. Et les différentes sociétés savantes et les différentes autorités, ils ont essayé d'élaborer un petit peu, parce que vous m'avez posé la question, par rapport aux recommandations. Alors, par rapport aux Français,
par rapport aux Français, ce qu'ils ont proposé au début, il y a quelques semaines, et c'est un document du 5 mars, ils ont proposé de donner l'opinavir, ritonavir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une molécule qui est utilisée pour le traitement du VIH, pour les formes modérées. Et ils ont proposé aussi d'utiliser le remdesivir pour les formes graves, sachant que le remdesivir, il est utilisé dans le cadre d'un essai thérapeutique ou à titre compassionnel. Donc ça, c'est ce qui a été proposé par les Français. Mais vu que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, et puis il y a des publications tous les jours, donc maintenant on se pose la question par rapport au lopinavir, avec cette publication dans le New England Journal of Medicine, où on a montré que vraiment pour les formes sérieuses, il n'y a pas une grande efficacité de cette molécule. Donc c'est pour ça qu'on se pose encore une fois la question, faut-il garder cette proposition de recommandation ou non. Pour ce qui se passe Fitounes, ce qui a été préparé par l'INIA Santé, en association avec différentes sociétés savantes, dont par exemple la Société tunisienne de pathologie infectieuse, la Société de réanimation et de nombreuses autres sociétés savantes, ils ont élaboré un guide pour le parcours et la prise en charge de ces patients infectés par le virus SARS-CoV-2, et c'est une très bonne chose. Donc, ils ont tout d'abord classé les patients selon les formes cliniques avec 4 classes. Il y a les formes polysymptomatiques, les formes légères, les formes modérées et les formes sévères. Rapidement, les formes polysymptomatiques et les formes légères, ce n'est pas une indication au traitement antiviral. Et on se contente du traitement symptomatique. Voilà. Pour les patients qui présentent une forme modérée ou une forme sévère, c'est une indication à être hospitalisé et c'est une indication à donner un traitement antiviral. Ce qui a été envisagé Fitounes, dans le cadre de ce guide, c'est de donner un traitement, la chloroquine encore une fois, mais là il faut faire attention parce que la chloroquine n'a pas l'AMM pour cette indication. Donc à chaque fois qu'on la prescrit dans ce contexte, il faut absolument avoir le consentement du patient. Donc ceci est très important. Si je me permets, je crois ça Ali, que اليوم في situation de crise est-ce qu'il va falloir attendre l'AMM ولا خاطر تعرف علاش نقول لك هكا parce qu'aujourd'hui je vois que beaucoup de patients قاعدين ماشيين يشريوا في الكلوروكين من الفارماسي ويخبوا فيه ويحبوا يستعملوه. Est-ce que اليوم باش نستناو l'AMM تهبط ولا on peut engager des études ou pour rassurer la population tunisienne par rapport à l'usage de la chloroquine? Par rapport à la chloroquine, si je profite pour lancer un appel et puis faire passer un message, c'est qu'il ne faut surtout pas aller aux officines pour se procurer cette molécule, parce que ça ne sert absolument à rien de la prendre en prophylaxie. Donc un message à retenir, pas de chloroquine en prophylaxie. C'est important de passer ce message. Sinon, kiff, même pour l'indication à titre curatif, il ne faut pas le prendre sans que ce soit une prescription du médecin. Parce que, comme tout traitement, c'est un traitement qui a des effets indésirables. Et donc, il faut faire attention, ça doit être absolument une prescription du médecin. Donc, c'est pour ça que... Et sous surveillance. Voilà, sous surveillance. C'est pour ça que, voilà, c'est le médecin qui prescrit, dans le cadre de cette épidémie, ce traitement chez les patients hospitalisés avec forme modérée ou à la forme sévère. Après le consentement du patient ou de son tuteur légal ou de ses parents pour un enfant. Et la dose qui a été recommandée dans le cadre de ce guide, c'est 200 mg x 2 pendant une durée de 10 jours. En cas de contre-indication à cette molécule, ce qui a été envisagé, c'est l'opinavir, ritonavir, avec la dose de 400 mg x 2 pendant une durée de 5 à 7 jours. Et puis ce qui a été envisagé aussi, en cas d'aggravation de l'hypoxémie, c'est d'associer les deux, mais ceci est un petit peu actuellement, là aussi il y a eu d'autres études un petit peu controversées, parce que, a priori, il y a des interactions sur le plan pharmacologique, sur le plan pharmacocinétique, et on peut avoir des effets indésirables comme l'allongement de l'espace cuté chez les patients chez qui on associe, donc il faut faire attention avec cette association. D'accord. Donc اليوم اللي نحكيو عليه c'est la prise en charge في عقلنا. اليوم بلادنا تعدت الستاد droit de l'épidémie. Et je pense que le nombre, حسب ما نفهم فيك سي وسام, l'hospitalisation في service de médecine infectieuse va être rapidement dépassée. Est-ce que vous sentez qu'on est prêt pour orienter les patients vers les services de réanimation? Pour dire qu'on est prêt, c'est difficile de le dire, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on est en train de tout faire pour se préparer pour les différentes éventualités.
Que ce soit pour la prise en charge dans les services de médecine, et là je veux dire services maladies infectieuses, et on a une stratégie complète dans le cadre de l'hôpital, et c'est le cas aussi dans les autres hôpitaux. Il y a une stratégie de passer d'un service à un autre, et puis dans le cadre de cette épidémie, je souhaite que ça ne sera pas le cas. Si jamais on a beaucoup de patients, ما عادش فما service. يولي معناها يولي un hôpital, ما عادش فما service maladies infectieuses, ما عادش فما service de pneumologie, on va hospitaliser. سبيطار كله un service. Voilà, exactement. Donc, on est en train de tout faire pour se préparer par rapport à ça. Donc, on est en train de prévoir les différents scénarios. Et puis, avec les précautions, si jamais on arrive à accueillir progressivement les patients, je pense que ça va être gérable. La grande crainte, c'est qu'on ait un grand nombre de patients en même temps. C'est ça notre crainte à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que on insiste sur le respect des mesures de confinement pour éviter la contagion de la population. D'ailleurs, ça va être une question de clôture. Wissem, شنو هو الميساج اللي انت تنجم تعطيه اليوم pour le personnel de santé نجم يكون personnel تاع السيرفيس نتاعكم pour le cadre médical كل الطب ولا pour la population généralement? Et si je me permets de donner un conseil, c'est à travers ce qu'on a vécu, à travers cette petite expérience, c'est de se préparer, de faire des séances de simulation, de faire des plans blancs, et puis de communiquer. Il faut bien communiquer, il faut se parler, il faut expliquer les procédures à faire, il faut les discuter et définir des conduites pour les différentes situations qu'on peut prévoir dans le cadre de la prise en charge de cette épidémie. Et d'ailleurs, je profite pour remercier le personnel médical et paramédical de notre service qui sont en train de faire un travail formidable. Ce sont des gens extraordinaires. Et puis, حتى واحد من l'équipe n'a hésité à prendre en charge ces patients. Et puis, je profite aussi pour remercier tout le cadre médical et paramédical du service des urgences, du service de réanimation médicale et d'ailleurs tout le cadre médical et paramédical de tout l'hôpital pour tout le travail qui est en train d'être fait. Voilà, Mahdi. Un conseil pour la population tunisienne, Lyon. Pour la population, c'est très important de respecter, comme on l'a dit à plusieurs reprises, le confinement et de ne pas venir directement à l'hôpital. Si on a un doute par rapport à cette infection, il faut appeler le 190. ميرسي بوكو وسام اللي لبيت الدعوه وجيت بحثنا اليوم. ميرسي لكم الكل اللي تبعتونا لكم. الميساج واضح. اليوم الحل بدينا يلزمنا الناس الكل نقعدوا في ديارنا. الحل مش باش يجينا من برا، يلزمنا نتبعوا القواعد الكل وان شاء الله ما هي الا ازمه وباش تتعدى العباد الكل. ميرسي اللي تبعتونا الكل على الباج ويب نتاع سيف. ان شاء الله نتلاقاو في القريب العاجل.